Cette miniature est fausse. Enfin, disons plutôt qu'elle est partiellement vraie. En fait, il y a deux choses que j'aime et une chose que j'aime vraiment pas dans Classroom of the Elite. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Mais tout d'abord, faut que je vous explique pourquoi cette miniature dit ça. Ayano Koji est un mauvais personnage. Est une phrase que je dirais si je n'étais pas extrêmement intelligent, mais honnêtement, ça m'est arrivé beaucoup de fois de le penser réellement. Pas parce que je détestais spécialement le personnage, mais plutôt parce qu'on avait l'impression que l'auteur lui-même ne savait pas où il allait avec. Et encore aujourd'hui, je trouve pas ça si débile. Je sais pas trop comment vous l'expliquer sans totalement spoil le light novel, donc je vais me contenter d'explorer ça en surface. Ayano Koji change de personnalité comme de chemise, et c'est vraiment relou. Car la quasi-totalité des personnages de Classroom of the Elite sont des archétypes, et Koji ne fait pas exception. Dans son cas, il respecte presque en tout point le rôle du beau gosse ténébreux, parfait de tout point de vue et indifférent. Tout le monde connaît déjà cet archétype, c'est une recette qui a marché dans 1 milliard d'animés et qui est toujours aussi efficace. On y retrouve du Itachi, du Anos, du Levi, et c'est exactement ce dont se moque 10 Minutes in Shadow à travers le personnage de Sid. Mais le truc c'est que quand tu utilises des archétypes, à part si tu es très fort, il faut savoir s'y tenir au risque que ton œuvre devienne brouillon. Et c'est à ce niveau-là que ça coince. Prenons les deux caractéristiques de cet archétype successivement. Niveau compétences, pas de soucis, ce mec est plus multitâche qu'un couteau suisse. Capacité physique extraordinaire, capacité intellectuelle extraordinaire, et même dans son caleçon il a été gâté. Je me décidais à retirer ma serviette. C'est une blague! J'y crois pas. Les murmures se multiplièrent. On dirait un dinosaure! C'est un délire! Au niveau de son indifférence, j'ai un avis qui est beaucoup plus mitigé, et je comprends ce que l'auteur a voulu faire avec le personnage qui s'humanise artificiellement en marchant sur les autres. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de vraie évolution, et du coup on a juste le passage d'une page à l'autre du type presque robotique à qu'est-ce que c'est bon les yaourts? Et ça, ça pue un peu la... Mais je serais pas non plus totalement catégorique sur le personnage d'Ayano Koji, simplement parce qu'après avoir passé du temps avec lui, j'ai appris à l'apprécier. D'ailleurs presque moins pour les moments où il brille que pour ceux où il est au contraire un peu du père et spectateur de la scène. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'en arrive à vous parler du premier point fort de cette œuvre. Donc, le light novel de Classroom of the Elite est franchement pas un chef-d'œuvre, mais s'il y a bien un truc sur lequel tout le monde se met d'accord, c'est que l'atmosphère générale que l'histoire veut te faire ressentir marche plutôt bien en fait. Et même sans qu'Ayano Koji soit un personnage profond et bien écrit, t'arrives totalement à te plonger dans l'univers et ressentir cette ambiance d'une école où la compétition entre élèves est le maître mot, ce que Layar n'a pas réussi à faire par exemple. Et ça passe avant tout par la manière dont c'est raconté, qui met d'abord en avant les pensées d'un des protagonistes, généralement celui qui en sait le moins, avant de s'intéresser à une vision globale des événements. Ainsi, on découvre ce qu'il se passe d'un point de vue personnel plus qu'omniscient, ce qui fait qu'on en devient presque un acteur de l'histoire. Par exemple, quand on veut nous montrer des relations sociales entre adolescents normaux, on va toujours nous placer sur la vue d'Ayano Koji qui galère de ce point de vue là. Mais à chaque fois qu'il va s'agir de révéler le plan secret qu'il préparait depuis le début, notre vision va switcher sur Horikita pour découvrir ce qu'il se passe par sa réaction à chaud plutôt que par une explication froide que pourrait nous faire Koji. Et c'est pour ça que je préfère un Koji spectateur à un Koji acteur, car il s'ancre mieux dans l'histoire et est donc plus attachant. C'est d'ailleurs l'un des reproches que j'aurais à faire à l'anime qui se contente d'explorer en surface cet aspect là, ce qui découle peut-être du fait qu'il rush bien trop l'histoire et que c'est n'importe quoi d'adapter 11 tomes en 3 saisons de 13 épisodes. Mais bref, d'une autre façon, et j'en arrive donc à mon deuxième point, l'atmosphère constante de compétition qui pèse sur l'histoire passe également par le fait que tous les personnages importants sont écrits à 3 niveaux. Ils ont un domaine où ils excellent, un domaine où ils galèrent et un objectif à atteindre qui doit éviter d'entrer en collision avec le domaine d'excellence, sinon l'histoire perdrait tout son intérêt. Prenons 2 exemples. Pour Ichinose, la difficulté se trouve dans les combats psychologiques entre classes, à cause de, premièrement, le fait qu'elle n'a pas de capacité particulièrement exceptionnelle par rapport aux autres chefs de classe, et deuxièmement, le fait que sa personnalité lui empêche de faire des combats. Là par contre où elle excelle, c'est dans l'aspect social, qui n'est qu'une formalité pour elle. Quant à son objectif, c'est simplement de mener son groupe jusqu'à atteindre la classe A. Elle a donc un malus, un bonus, et un objectif que ses caractéristiques ne lui permettent pas d'atteindre facilement. Pour Koji, c'est l'exact inverse. Il a des capacités mentales plus qu'exceptionnelles, mais le fait de devoir agir comme une personne normale reste une galère pour lui. On a donc bonus et malus, et pour ce qui est de son objectif, c'est tout simplement de vivre une vie normale. Car s'il cherchait simplement à atteindre la classe A comme tout le monde, son bonus ne serait pas tiré vers le bas par son malus, et il y arriverait facilement, rendant donc nul toute péripétie. Et là où ce schéma de bonus, malus, objectif marche d'autant mieux ici, c'est car, par le setting même de Classroom of the Elite, la majorité des personnages sont mis en compétition sur un même objectif que tout le monde ne pourra pas atteindre, la classe A. Ainsi, cette compétition force les personnages à se dégager de leur malus et à valoriser leur bonus. Autrement et plus simplement dit, ça crée naturellement du character development. On est donc sur un schéma simple où la forme nourrit le fond, et à partir du moment où tu arrives à créer des personnages un tant soit peu crédibles, tu te dépatouilleras à chaque fois avec quelque chose de plutôt pas mal. Est-ce que Classroom of the Elite est la meilleure application de ce schéma? Non, évidemment, il y a 1 milliard d'animés de sport qui le font mieux, IQ en tête. Mais force est de constater que c'est efficace et plutôt original pour un school life. Bon,
Maintenant que je vous ai persuadé pendant plusieurs minutes que Classroom of the Elite était secrètement un bijou de narration, il est temps de relativiser les choses. Oui, cette œuvre a de gros points positifs, mais non, elle n'est certainement pas exempte de tout défaut. Et même si vous l'aurez compris que j'aime bien Inokoji malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, je pense qu'il fait quand même partie du problème. Plus globalement, le gros point faible que je vois à Classroom of the Elite se trouve dans les personnages et les relations qu'ils entretiennent. Je vous explique. Au fil du temps, j'en ai accumulé des visionnages d'animés pourris et mal écrits. J'ai mis près de 2 ans, mais j'ai fini par terminer Mirai Nikki, j'ai regardé Domestic Nakanojo en entier, et j'en suis arrivé à un tel niveau de dégénérescence mentale à cause de tout ça, je suis capable de me tenir fièrement devant vous aujourd'hui et de vous dire, honnêtement, Rent a Girlfriend, c'est pas si mal. Mais parmi tous les pires défauts que j'ai rencontrés dans des animés, si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait quand l'auteur réfléchit comme un enfant de 10 ans. Parce que, je suis désolé, mais toute tentative de me faire croire que Classroom of the Elite est une œuvre psychologique sérieuse sont constamment annihilées par à quel point les personnages sont débiles. Attendez, petite reconstitution d'une scène normale du light novel. Je me balade. Oh, bonjour Ayanokoji, comment vas-tu? Bonjour fille numéro 1, comment vas-tu? Je vais bien Ayanokoji. Ouais. D'accord. Sache que dans ma tête, je suis actuellement en train de réfléchir à plein de trucs pas forcément très intéressants. Très bien, moi je suis en train de penser que je suis amoureuse de toi en cachette, parce que je suis une fille et que tu es un garçon, et que les filles sont amoureuses des garçons. Ouais. D'accord. Mais fais attention car ma classe va gagner le prochain combat psychologique. Non, c'est la mienne. Ah. D'accord. Par contre, si nous restons ensemble trop longtemps, les gens vont penser que nous sommes amoureux. Ce n'est pas faux, car c'est comme ça que les gens pensent quand ils voient une fille et un garçon ensemble. Je propose donc que nous nous séparions. D'accord. Bon, à quelques détails près, c'est le déroulement de toutes les scènes de Classroom of the Elite. Et ça devient d'autant plus un défaut quand l'œuvre s'attaque directement à son audience. Ok, on va faire une petite expérience. Partons du principe que vous soyez réellement un enfant de 10 ans qui s'appelle, je sais pas, au pif, Louis. Vous écoutez donc mes arguments en vous disant que c'est n'importe quoi, car c'est de toute évidence normal de considérer qu'un gars et une fille qui parlent ensemble sont forcément amoureux. Et donc ça vous paraît tout à fait logique que l'expression relation fille-garçon serve uniquement à parler du fait d'être amoureux. Ce qui est au passage un peu sexiste et homophobe, mais vous avez 10 ans, vous vous appelez Louis, vous êtes sexiste et homophobe. Maintenant, vous regardez cette vidéo, donc vous avez vu Classroom of the Elite, et il y a très peu de chances que ça a été votre premier animé. Ce qui veut dire que vous êtes un tant soit peu fan d'animé, ou, comme disent les gens qui sont soit ragards, soit pas fans d'animé, un otaku. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, si on met devant vous un gars boutonneux et malpoli qui zozote et qui attend que le magasin de The Video ouvre pour aller acheter le dernier œuf en édition collector, je dirais que malgré que vous vous appeliez Louis, ayez 10 ans et êtes un peu homophobe et sexiste, ça risque de vous énerver au moins un tout petit peu. Et bah, Classroom of the Elite, c'est tout le temps ça, et ça me casse vraiment la tête parce que moi j'aime bien Classroom of the Elite, et j'aimerais bien que l'auteur arrête de faire des raccourcis comme ça et d'écrire petit 1 des personnages féminins qui tombent toutes amoureuses de Ayanokoji parce qu'il court vite et a des yeux de poisson mort. Petit 2 des personnages masculins forcément débiles et impulsifs parce qu'ils sont grands et costauds, et petit 3 des personnages maigrichons forcément intello parce qu'ils portent des lunettes. Enfin bref, tout ça pour dire que le vrai problème de Classroom of the Elite, c'est que l'auteur nous prend pour des cons sans même s'en rendre compte.